Si vous êtes déjà allé à l'école, la guerre de Cent Ans doit vous dire quelque chose. Jeanne d'Arc, Crécy, Azincourt, tous ces noms doivent un peu résonner en vous. Normal, la guerre de Cent Ans est le conflit majeur du Moyen-Âge français et marque d'ailleurs la fin de celui-ci. Mais si je vous dis qu'il y a d'autres guerres de 100 ans? Je sais, bien sûr que d'autres guerres ont dû durer à peu près 100 ans dans l'histoire du monde, mais je ne parle pas vraiment de la durée, vous allez comprendre. Toutes ces guerres de 100 ans ont plusieurs points communs. 1. Le territoire français en est l'enjeu. 2. Le conflit est long et est composé de périodes de guerre ouverte, de guerre froide et de calme relatif. 3. Ces guerres qui se succèdent ont toutes des enjeux communs. Pour commencer et rester clair, reprenons depuis le début. La guerre de 100 ans classique dure de 1337 à 1553 et oppose les dynasties Plantagenet et Valois. Alors déjà non, pas la France et l'Angleterre, à cette époque ces deux nations n'existent pas encore vraiment. C'est juste les possessions de deux familles rivales. Ces deux familles parlent le français, les Plantagenets, rois d'Angleterre venant à l'origine de l'Anjou. A l'époque, les dynasties bougent, se croisent et se cassent. D'ailleurs, en France ou en Angleterre, l'idée nationale n'existe pas encore. Tous ne parlent pas la même langue et on se sent plus breton, bourguignon ou lyonnais que français. Les paysans se fichent bien de quelle famille est sur le trône de leur royaume. C'est au cours de cette guerre que l'idée d'appartenance à un pays commence à apparaître. Mais cette guerre-ci est très proche d'une autre guerre plus ancienne. Entre 1159 et 12059, la dynastie Plantagenet, oui encore eux, affronte la dynastie des Capétiens. Là, le conflit vient du remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II, roi d'Angleterre, alors qu'elle s'était déjà mariée au roi de France Louis VI. Là encore, le conflit n'est pas franco-anglais. Les Plantagenets règnent sur le continent, la majorité de leur armée est constituée de continentaux d'ailleurs. Comme je l'ai déjà dit, les nations n'existent pas encore, et les terres passent de main en main. Après beaucoup de péripéties, les Capétiens gagnent et prennent une bonne partie du continent aux Plantagenets. Beaucoup d'historiens appellent ce conflit la première guerre de 100 ans en opposition à celle classique de 1337 qui serait donc la seconde guerre de 100 ans. Donc, pour l'instant, on aurait deux guerres de 100 ans au Moyen-Âge, opposition entre deux familles régnantes entre France et Angleterre. Mais, si je vous dis qu'il y en a encore une autre? De plus en plus d'historiens parlent d'une seconde guerre de 100 ans. Oui, ils ne comptent pas la première de 1159, donc nous on appellera celle-ci la troisième guerre de 100 ans. Elle commence sous Louis XIV en 1688 avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg. En gros, le roi Soleil veut plus de territoire et il réussit à former une large coalition contre lui. Coalition menée par les Anglais. Et cette troisième guerre de 100 ans se serait terminée le 18 juin 1815 sur la morne plaine de Waterloo. Durant cette longue période, la France et l'Angleterre s'opposent continuellement et se font de multiples guerres. Bonjour, c'est Monsieur Cascouille, et je voulais juste dire qu'entre 1718 et 1720, la France et l'Angleterre sont alliés contre l'Espagne dans la guerre de la Quadruple Alliance. Donc non, ils ne se sont pas toujours opposés. Bon, déjà, cette guerre est très mineure, et ce n'est qu'une courte alliance de circonstances. Les deux précédentes guerres de 100 ans avaient aussi vu cela, il ne faut pas imaginer des siècles entiers de lutte acharnée. Sur 116 ans, la vraie durée de la guerre de 100 ans, il y a eu de nombreuses trêves et des petites paix, ainsi que des années de calme. On regroupe ainsi plusieurs petits conflits aux enjeux très proches qui en réalité s'englobent dans un grand conflit. Pour en revenir à la troisième guerre de 100 ans, malgré les rapprochements épais, une certaine rivalité reste stable. La France veut être la première puissance européenne et elle est en passe de le devenir. L'Angleterre, devenue le Royaume-Uni en 1707, s'intéresse peu à l'Europe et regarde vers les mers et ses différentes colonies. Les Britanniques veillent seulement à un équilibre des puissances continentales. Aucun pays ne doit être trop puissant, c'est la ligne de sa diplomatie. Elle combat d'abord l'Espagne dans son plein âge d'or au XVe et XVIe siècle, puis la France au XVIIe et XVIIIe. En 1853, avec la France, elle combat la Russie, devenue trop puissante à son tour lors de la guerre de Crimée. Et enfin, entre 1914 et 1945, elle combat l'Allemagne, avec la France et la Russie. Entre 1688 et 1815, toutes les guerres ont des objectifs proches. Empêcher la toute-puissance française par des alliances et des coalitions, ainsi que la destruction de ses colonies. La France a beau changer de forme, entre ancien régime, république et empire, les Britanniques s'opposeront toujours à cette France agressive. Avec Waterloo, la Grande-Bretagne met définitivement la France hors course. Mais, sans qu'ils le sachent, une autre guerre de 100 ans se profile. Celle-ci fait débat et reste très marginale dans la communauté des historiens. Moi-même j'y crois pas trop, mais le sujet m'a intéressé, alors je vous en parle. Je l'expose et ensuite je le critiquerai. On pourrait parler de la quatrième guerre de 100 ans pour les conflits franco-allemands entre 1806 et 1945.
Les 4 conflits qui la composent, guerre napoléonienne, guerre de 1870, Première et Seconde Guerre mondiale, ont pour centre la rivalité entre la France et l'Allemagne. Vous pouvez vous demander pourquoi on essaye comme ça de réunir les guerres, car un conflit ne se termine pas nécessairement au traité de paix, et certaines guerres ne sont au final que de simples rechutes. En 1945, on ne règle pas simplement le conflit actuel, mais on en termine avec un conflit aux sources bien plus anciennes, source à trouver dès 1806. Aujourd'hui, le grand public français ne parle plus d'Iéna et d'Auerstedt, alors qu'en Allemagne, le souvenir est plus vivace. En 1806, l'armée prussienne est considérée comme la plus puissante au monde, forte de 250 000 soldats considérés comme invincibles. Et, en à peine une journée, l'armée française les fait tous disparaître. À Iéna et Auerstedt, l'armée prussienne est totalement écrasée, un choc immense dans toute l'Allemagne qui est occupée et réorganisée par Napoléon. Il avait déjà dissous le Saint-Empire et y installe ses vassaux ou sa famille. Commence alors à naître la volonté d'unir les Allemands et de prendre leur revanche sur les envahisseurs français. Dans les années qui suivent, la Prusse s'agrandit et se rapproche des petits États allemands. En 1870, après moult péripéties, la Prusse s'unit à tous les États allemands face à l'agresseur français. Cette fois, le Second Empire est vaincu et la France amputée de l'Alsace-Lorraine. C'est au tour des Français de vouloir se venger, lançant la Première Guerre mondiale qui se termine par le traité de Versailles. Celui-ci, mal vécu en Allemagne, pousse au pouvoir les nazis. On peut voir une certaine ligne partant de 1806 à 1945, mais cette théorie souffre de plusieurs manques. Déjà, les conflits sont assez éloignés dans le temps et commencent à une époque où l'Allemagne n'existe même pas encore. Ensuite, la France et l'Allemagne sont centraux dans les deux conflits mondiaux, mais leurs origines sont bien plus diverses que la simple rivalité autour du Rhin. On peut bien lire une constante dans la volonté allemande de surpasser la France pour devenir la première puissance continentale. Mais on peut aussi penser que le terme guerre de 100 ans soit réservé au conflit entre la France et l'Angleterre, donc excluant l'Allemagne. Cette théorie est donc à discuter et à débattre. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que cette 4ème guerre de 100 ans peut être appelée ainsi. Merci d'avoir vu notre vidéo et je vous souhaite une bonne journée.